IDFM 98 de la bande FM, une émission avec Philippe Berger de la SNUPFEN, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, l'union syndicale, donc la SNUPFEN, et qui va nous parler un peu de la forêt et de la forêt délaissée. Bonjour Philippe Berger. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de ce syndicat? Voilà, je suis le secrétaire général depuis 2005 et donc c'est le principal syndicat de l'Office national des forêts et qui a pour particularité de s'occuper bien entendu de tout ce qui touche les problèmes des personnels de l'Office national des forêts, mais aussi depuis sa création de toutes les questions environnementales et entre autres sur des dossiers, tous les dossiers d'actualité et a pu révéler en son temps aussi le fameux dossier qu'on a appelé les dossiers des pluies acides. Les dossiers des pluies acides. Voilà, dans les années 80. On se demande quelle forêt on va laisser à nos enfants. À la 4e conférence environnementale des 25 et 26 avril 2016, bien que la forêt soit un sujet transversal aux 3 thèmes abordés à la conférence environnementale de 2016, une fois encore, elle risque d'être absence des débats. Pourquoi elle risque d'être absence des débats? Pourquoi le gouvernement a, semble-t-il, choisi de n'avoir qu'une vision économique de la forêt française? Écoutez, je crois que par rapport au gouvernement, le constat qui est fait depuis plusieurs années, c'est qu'on a aujourd'hui une filière bois qui est déficitaire. Donc on annonce 6 milliards de déficit, même si la cause n'est pas essentiellement, je dirais, l'aval, c'est-à-dire la production de bois et entre autres les gestionnaires, comme entre autres l'Office national des forêts. Ce déficit en fait fait peur un peu à tout le monde. Et aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée pour essayer de remettre à flot cette filière, c'est de prendre dans le gisement, c'est-à-dire de prendre dans les forêts, et particulièrement dans les forêts publiques, puisque là on a un outil, l'État a un outil qui s'appelle l'Office national des forêts pour la gestion des forêts publiques. Et que voilà, c'est un outil efficace, il l'a montré depuis de nombreuses années. La forêt publique qui ne représente que 25% de la forêt française, puisque la 3/4 de la forêt française est privée. Là, l'État a un outil qui peut permettre justement d'apporter du bois à cette fameuse filière. Je crois qu'on peut voir à terme que finalement la question du déficit de la filière n'est peut-être pas tant la production ou en tout cas l'approvisionnement de la filière bois, mais principalement en tout cas c'est son organisation et en tout cas sa capacité à faire de la recherche et à se développer. Alors cette fameuse OFN... Office national des forêts, oui. Voilà. Son rôle, c'est le rôle de gestionnaire unique des forêts publiques. C'est aussi son rôle du marché à l'international pour la vente du bois, on est d'accord? Tout à fait. En 2016, l'érosion des effectifs prendra fin puisque finalement cet Office national des forêts a vu son effectif en baisse. Depuis 86, l'ONF a diminué de plus du tiers de ses effectifs. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un affichage de la part du gouvernement pour dire qu'il n'y aura plus de suppression d'emplois après 2016 à l'ONF. Or, quand on regarde de plus près, on voit qu'en fait, malgré tout, il y aura malgré tout des suppressions d'emplois. Et en tout cas, une transformation de cet emploi, d'un emploi pérenne avec des statuts de fonctionnaires sur des emplois qui le seront moins et de statut privé. Donc là, il y a une très forte évolution et l'évolution qui est en tout cas programmée pour les années qui viennent, cette évolution positive en nombre de personnel est camouflée en fait par le fait que ces nouveaux personnels seront sur des emplois précaires, seront des apprentis, bien entendu, là on est assez satisfait, mais aussi sur des contrats d'insertion, etc., etc. Donc on n'est pas sur de l'emploi pérenne et sur de l'emploi durable. Donc malgré les annonces, nous sommes persuadés que dans les années qui viennent, il y aura de l'emploi pérenne qui va disparaître de nouveau à l'ONF. Oui, donc 22% moins d'effectifs entre 2001 et 2015, surtout des gens qui partaient en retraite qu'on n'a pas remplacés. Il serait peut-être aussi intéressant de parler des suicides des forestiers. Je crois que sur la question de l'emploi, en fait, c'est quand on regarde ce que coûte réellement la gestion forestière française et la gestion de la forêt publique, l'État apporte un versement compensateur à l'ONF de l'ordre de 144 millions d'euros. Et c'est vrai que sur l'ensemble des forêts publiques qui sont malgré tout très appréciées par nos concitoyens, on peut estimer quand même que c'est pas un investissement. Qu'aujourd'hui, la place de la forêt au niveau de nos gouvernements successifs n'est pas, malheureusement, pas une priorité. Alors, on veut transformer notre outil de travail, l'Office national des forêts, pour l'axer principalement sur la production
dans la même voie. C'est-à-dire qu'on va toujours vers plus de production, on va toujours vers l'ouverture des forêts au privé pour arriver finalement à satisfaire une filière bois dont on a du mal aujourd'hui à définir réellement les besoins. Et au final, c'est la question que vous posiez en début d'émission, c'est-à-dire quelle forêt pour nos enfants? C'est la question que se posent aujourd'hui les forestiers. La réponse, en fait, pour nous aujourd'hui, elle se situe auprès des citoyens qui doivent regarder d'un peu plus près ce qui se passe en forêt. On va rappeler qu'il y a 1300 forêts domaniales qui appartiennent à l'État, 15 600 forêts collectives de collectivités, soit 25% de la forêt française, 10 millions d'hectares de forêt, 4,7 en métropole et 6 millions en outre-mer. Il y a aussi la forêt d'outre-mer donc qui est inclus dans ces histoires, dont 1,2 million d'hectares non forestiers, que ce soit des dunes, des landes, des zones de montagne. Oui. Tout ça, c'est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Oui. Donc un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial qui donne quand même 9000 emplois, dont 2 tiers de fonctionnaires et 1 tiers de contractuels. C'est quand même 9000 emplois, la forêt, on est d'accord. Pour la forêt publique, parce que la forêt française, c'est beaucoup plus d'emplois par rapport à l'ensemble de la forêt, superficie forestière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même par rapport uniquement à la forêt publique, nous on estime que vu le travail qu'il y a à faire, vu les conditions et les évolutions, entre autres climatiques, que les forestiers enregistrent déjà, si on voulait réellement protéger la forêt et être vraiment à son écoute, aujourd'hui ce n'est pas des suppressions d'emplois qu'il faudrait avoir, c'est des créations d'emplois pour arriver à avoir des personnels très bien formés en forêt et qui soient en capacité d'analyser l'évolution de la forêt aujourd'hui, par rapport le prisme du climat, mais aussi sur tous les aspects biodiversité et autres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de se fermer complètement la porte. On va, par manque de personnel, en fait, se désintéresser de l'évolution forestière, avec le risque principal, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir en fait des solutions toutes faites à des problématiques vraiment complexes. Donc ça veut dire qu'on va avoir dans des solutions toutes faites, ça veut dire que si on a des problèmes sur le châtaignier ou sur le frêne, on va aller direct sur des grandes coupes rases, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on analyse, si on regarde, peut-être qu'un jour on arrivera à observer des variétés résistantes et de quelle façon il faut les gérer. Oui, on reviendra un peu sur l'avenir des essences justement dans les forêts en fonction du climat. Le 50e anniversaire de l'ONF était en 2015. Son objectif est ambitieux de passer de 23% en 2020 à 32% en 2030 d'énergie renouvelable. Ça voudrait dire que ce bois, il servirait à quoi? Quand on dit en énergie renouvelable, ça voudrait dire que le bois sert à la chauffe? Voilà, c'est le bois énergie en fait, dans ce qui est abordé dans cette évolution. Le bois énergie a toujours existé. Autrefois, les gens, et aujourd'hui encore, les gens vont faire leur bois en forêt. Ils se chauffent au bois. On est sur du bois énergie. On se chauffe avec. L'évolution qu'il y a eu ces dernières années, c'est le mode en fait de traitement de ce bois énergie, qui est aujourd'hui maintenant principalement du bois déchiqueté et qui donc fournit là éventuellement des grosses centrales pour chauffer des bâtiments d'une manière, principalement. On a des grosses chaufferies bois sur Besançon, où on peut arriver à chauffer un certain nombre de bâtiments. On a aussi dans ce bois énergie des aberrations du style de la grande centrale de biomasse de Gardanne par exemple, subventionné très fortement par l'État et qui aujourd'hui prévoit avec un rayon d'alimentation de 400 km, c'est-à-dire que depuis Gardanne, donc le sud de la France, le rayon d'approvisionnement monte jusqu'à Lyon. Donc l'utilisation du bois énergie a une cohérence si on est sur des circuits courts et donc avec des petites chaufferies. Les communes forestières l'ont très bien compris avec leur projet de 1000 chaufferies bois par exemple, où là on est sur des projets locaux à petite échelle, à petite ou moyenne échelle, donc en utilisant directement, si vous voulez, la biomasse de leur forêt, de la forêt communale principalement. Donc voilà, on est aujourd'hui le développement du bois énergie nous inquiète énormément. On passe en fait, si vous voulez, avec ce mode de traitement, en tout cas de développement du bois énergie, d'une forêt en fait que l'on gère sur le long terme à une forêt qu'on industrialise, puisque bien sûr c'est
coupes rases assez importantes et qu'on commence à découvrir d'ailleurs autour de la centrale de Gardanne. Donc des approvisionnements et donc une gestion forestière qui n'est pas la plus douce possible pour la forêt en tout cas. Oui, on peut penser à une déforestation. La déforestation, c'est une fois qu'il n'y a plus de forêt du tout, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le mode de gestion qui est appliqué aujourd'hui, est-ce qu'en industrialisant la forêt française, on va vers quelque chose d'écologiquement viable, vers une gestion réellement durable? Pour ce qui concerne le stupène, la réponse est non. Alors là, vous allez peut-être m'éclairer. L'Office national des forêts mettra fin d'ici 2020 aux cessions de bois à la mesure des particuliers. Ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs types de ventes. Et donc, la cession à la mesure des particuliers, le principe est le suivant. C'est-à-dire que les particuliers, on donne du bois, enfin, on distribue du bois aux particuliers. Donc ils viennent couper des arbres désignés par les agents de l'ONF. Une fois que ce bois est fait, le forestier vient réceptionner le bois qui a été fait. Et donc le particulier paye au vu et de la quantité qu'il a faite et du prix qui était défini en amont. Ce mode de vente est très consommateur en temps de la part des forestiers, pour les forestiers. Donc en fait l'ONF cherche du fait qu'il diminue ses personnels, cherche à gagner du temps et donc souhaite arrêter ce mode de vente. Alors que ça soit consommateur du temps, c'est une réalité. Par contre, c'est vrai que ce travail qui est fait avec les particuliers, qui sont en général très connaisseurs de leur forêt communale ou de leur forêt domaniale, s'ils sont à proximité, avec, je dirais, globalement quand même, et d'une manière assez générale, le fait ils font du travail de qualité. Et donc en fait un des buts en annulant cette vente, c'est d'arrêter petit à petit à avoir des particuliers qui viennent faire du bois en forêt pour en fait ouvrir cet approvisionnement de petits bois à l'industrie et donc au bois énergie. Oui, donc ça voudrait dire que en ce qui concerne les particuliers, ils n'auraient plus le droit d'aller se servir un peu en forêt? Alors bon, déjà ils sont autorisés, ils se servent pas, c'est pas non plus, je dirais l'open bar, mais ils pourront éventuellement avoir accès encore à du bois en forêt sous couverture de l'affouage, qui est donc lui très réglementé, donc habité dans le village, etc. Et donc distribué. Et là, c'est plus l'ONF qui fait le partage, mais c'est la commune qui fait le partage. Et puis, mais ce qui là pose problème pour les forêts domaniales, où là, automatiquement, puisqu'il n'y a pas d'affouage, on sera sur de la vente directe en fait à l'industrie. Puisqu'il faut changer les choses, oh, ça, citoyen, il est grand temps qu'on s'oppose à mon pour demain. Pourriez me dire ce que ça veut dire le bois façonné? Il y en a 50% en forêt domaniale, 30% en forêt collective. C'est quoi le bois façonné? Alors là aussi, on est sur différents modes de vente. Traditionnellement, l'ONF vendait les bois debout. On appelait ça les ventes blocs. On a un exemple très connu dans le film Les Grandes Gueules avec Bourvil, par exemple, où on voit une vente de l'ONF où les marchands de bois viennent acheter le bois en forêt. Donc les arbres ont été désignés en amont par les forestiers et les marchands de bois estiment le bois qui est encore debout en forêt. Donc c'est eux ensuite qui sont chargés de couper le bois et de le mettre bord de route. Le bois façonné, en fait, la partie coupe, débardage et mise bord de route est en fait assurée par l'ONF ou par le propriétaire, qui peut être la commune. Donc en fait, on dit que c'est du bois façonné parce que la grume a été coupée et façonnée et qu'elle est vendue en fait en grume. On vend la grume et on ne vend pas l'ensemble du bois qui va autour. C'est-à-dire que ce qui est branchage et tout ça n'est pas forcément vendu avec donc cette même coupe. Alors que le marchand de bois, sous la forme précédente, quand il achetait un arbre, il achetait la grume et il achetait tout le branchage avec. Oui, le bois façonné, c'est les stères de bois qu'on se fait livrer chez soi. C'est aussi du bois façonné, mais pour les grumes, c'est les grumes qui sont mises bord de route et vendues directement au marchand de bois. Alors les grumes, est-ce qu'elles servent à faire les granulés? Logiquement, non. Logiquement, on devrait utiliser les arbres, les grumes, donc qui sont de qualité sillage pour des utilisations nobles. Or, on voit aujourd'hui que
utilisé pour faire de la plaquette, donc du bois énergie. Et c'est vrai que là, après c'est le choix du marchand de bois, c'est le choix de l'acheteur de faire, une fois qu'il a acheté les arbres, d'en faire ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Oui, c'est vrai que avoir une cheminée ou avoir un four à granulés, ça nous permet quand même de nous dire que s'il y avait une catastrophe, n'importe laquelle, on pourrait quand même se chauffer. Mais on dit que le bois n'a pas une bonne réputation en ce qui concerne le développement de CO2, c'est-à-dire que c'est pas très bon si tout le monde se chauffait au bois, ce serait pas bon pour la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben là, c'est clair que le bois est polluant par rapport au pétrole. C'est clair qu'il n'est pas, je dirais, meilleur que le pétrole au niveau de la pollution qu'il peut dégager. L'avantage du bois par rapport au pétrole, c'est que c'est une énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on peut retrouver si on a une gestion forestière de qualité, on aura de nouveau du bois ou on en a de façon continuelle, alors que sur le pétrole, on est sur des énergies fossiles qui elles, sont en cours de disparition rapide. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis après, c'est vrai que sur l'utilisation du bois, s'il est utilisé de manière en local, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des grands frais de transport du bois, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire qu'on a une énergie à proximité qui donc coûte moins cher, je dirais, d'extraction que des énergies plus fossiles. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à la capacité, c'est vrai que bon, il y a eu des grosses améliorations sur les inserts, enfin tous ces matériaux-là, et les rendements ont été quand même très fortement augmentés. Donc ce qui permet d'utiliser en fait le bois de manière optimum pour le chauffage. Pendant très longtemps, nos anciens, dans les fermes, brûlaient du bois avec des chaudières qui, finalement, la plupart de la chaleur partait dans l'air, quoi. Alors, en ce qui concerne la COP 2016-2020, elle a essayé de faire un équilibre dans les forêts, aussi avec le gibier, avec la biodiversité, avec le changement climatique, et là, on reviendra dessus plus tard, avec le maintien des terrains de montagne, la prévention des incendies. Et France Nature Environnement estimait que le COP ou la COP n'allait pas assez loin. Pourquoi? Écoutez, nous, on partage le même avis que France Nature Environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans ce contrat d'objectifs qui a été signé en début d'année avec l'État et l'ONF, on est principalement sur un contrat de production de bois. On voit bien qu'il y a une volonté de transformer notre établissement sur ces aspects-là. Alors, bien entendu, il y a un rapport, il y a un paragraphe sur la biodiversité, sur la gestion sylvo-cynégétique, voilà. Mais dans les faits, regardons les choses clairement, c'est-à-dire que oui, on n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui sur la connaissance forestière, sur la recherche, sur simplement les fonctions de police pour protéger la forêt. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le faire parce qu'il y a un choix stratégique de la part de l'établissement d'orienter un maximum de force sur les aspects de production de bois. Et donc automatiquement tout ce qui est biodiversité, alors on en parle, il y a des tas de choses qui sont écrites, mais dans les faits, oui, il n'y a pas assez de moyens et ça c'est assez flagrant. Et donc oui, FNE a totalement raison. Alors en 2011, Bercy augmente les frais de garderie de bois avec une taxe de 2 € à l'hectare. Les communes menacent de quitter le régime forestier. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Alors, si vous voulez, il y a eu plusieurs tentatives de la part de Bercy et des finances pour, en fait, transférer une partie de la fameuse subvention, versement compensateur que l'État verse à l'ONF pour assurer la gestion des forêts publiques. Et Bercy souhaitait transférer une partie de ces charges sur le dos des communes forestières. Donc en 2011, il y a eu une première tentative qui a débouché finalement sur une taxe de 2 € à l'hectare. Ce qui fait que toutes les communes forestières aujourd'hui, à qui l'État oblige de prendre malgré tout un gestionnaire unique, qui est l'Office national des forêts, une commune ne peut pas prendre quelqu'un d'autre pour gérer ses forêts, et on pense que c'est malgré tout une bonne chose, mais on oblige quand même les communes à prendre un seul gestionnaire, et finalement on les a taxés de 2 € à l'hectare pour assurer une partie du financement de cette gestion. Donc là, le gros souci, c'est que on a de grosses différences de forêts en France, avec des forêts productives, et puis des forêts de protection, comme ça soit en zone de montagne, que ça soit dans
en Méditerranée, et donc des forêts qui ne sont pas forcément productives, mais qui peuvent être très vastes. Donc du coup, des communes qui avaient très peu de revenus forestiers, mais des grandes surfaces forestières, ont vu en fait leur contribution augmenter de façon importante. Tout en fait le débat par rapport à ça, c'est quel financement l'État peut amener auprès de la gestion forestière. Et si on oblige en fait les communes forestières à contribuer, alors on les oblige à prendre un seul gestionnaire, au bout d'un moment, la question se pose de la part des communes, elles se le sont posées encore lors de ce contrat d'objectif, à savoir si elles souhaitaient garder l'ONF ou pas. Et à force de jouer comme ça avec le feu, nous ce qu'on craint, c'est qu'un jour les communes forestières en ont tellement marre de subvenir en fait aux besoins d'un établissement qui est imposé par l'État, finalement de vouloir prendre une certaine indépendance. Et ce qui serait assez néfaste, nous semble-t-il, et pour la filière bois d'une part, mais aussi pour l'ensemble de la gestion des forêts publiques. Oui, parce que l'État aide d'un côté et veut reprendre de l'autre. Voilà, c'est tout à fait ça. Sans donner en contrepartie de personnel pour s'occuper de ces forêts qui risquent quand même... voilà, parce que le problème, c'est que quand on a des grandes forêts comme ça, il faudrait du personnel pour les entretenir. Tout ce qui est service public en milieu rural, que ce soit la disparition des hôpitaux, des perceptions, des postes, des gendarmeries qui étaient là, maintenant créer des zones de non-droit. Et il faudrait aussi une police de l'environnement, ne serait-ce que pour protéger ces forêts et avoir des forestiers. Or, ça manque. C'est comme le reste. Tout à fait, et puis c'est vrai que nous, ce que vous dites sur les zones de non-droit, nous, très concrètement, les collègues commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que finalement, la gendarmerie s'est éloignée de chez eux. L'ONCFS, qui est aussi un des autres partenaires, enfin en tout cas qui travaille dans le milieu naturel concernant la gestion de la faune sauvage, là aussi ont été laminés. Donc finalement, il reste encore un petit peu l'ONF, mais on n'est plus suffisamment nombreux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a des grands territoires qui sont aujourd'hui laissés complètement, je dirais, sans surveillance. On voit bien les conséquences que ça peut avoir avec le développement des circuits de quad, de motos en forêt, avec une pénétration de publics qui viennent en forêt d'une manière importante pour ramasser des champignons d'une manière industrielle. Enfin voilà, on a tout ce genre de choses qui se développent et on est complètement désarmé. Finalement, l'État arrive finalement à se désarmer lui-même pour assurer finalement une politique en termes de protection des espaces naturels. Alors justement, on va peut-être un peu aller sur le problème du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique menace certaines essences, enfin certains arbres. Il y aurait des essences mieux adaptées, surtout du pin, c'est ça, des résineux. Je crois qu'il faut remettre aussi... vous avez totalement raison dans ce qui est dit. Par contre, il faut remettre un petit peu dans le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette fameuse filière qui a 6 milliards d'euros de déficit, on a dans cette filière des industriels qui disent « mais nous, on n'est pas dans la forêt norvégienne, on a une multitude d'essences en forêt de France et en fait, ce dont on a besoin, c'est du résineux. » Les industriels, pour la construction essentiellement, mais ont besoin de résineux et demandent à ce qu'il y ait du peu résineux de planté. Or, et là on a quand même la preuve, parce que les premiers brouillons du contrat d'objectif entre l'État et l'ONF l'annonçaient comme tel, c'est-à-dire qu'il fallait développer le développement de résineux en forêt pour répondre aux besoins de l'industrie. Donc maintenant, aujourd'hui, ils l'ont écrit d'une manière plus soft et ont mis ça sous le couvert du réchauffement climatique. Donc ça, c'est déjà une chose. Le réchauffement climatique, c'est de toute façon une réalité. Maintenant, il n'y a plus personne qui ose le contester. Mais aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on a des peuplements, donc avec des essences variées, et que, oui, peut-être qu'il y a à terme des essences qui risquent de disparaître dans certaines régions de France. On parle du hêtre, par exemple, ou du chêne pédonculé. Mais, à un moment donné, la question qui se pose, c'est comment on fait cette évolution. Est-ce qu'on l'a fait de manière brutale, c'est-à-dire qu'on coupe tout et puis on reboise directement du pin, ou au contraire, on essaie d'observer éventuellement de voir les éventuelles essences ou les arbres qui seraient en capacité de résister. Donc nous, ce qu'on dit en tant que forestier, c'est là on a une importance capitale, c'est-à-dire que d'avoir
besoin de gens qui soient en capacité de voir ce qui se passe réellement en forêt. Si on a des arbres qui sont à un moment donné en capacité de réagir, eh ben éventuellement s'appuyer là-dessus pour pouvoir travailler. Oui, et puis les résineux, c'est pas bon pour être brûlé. C'est peut-être des bois pour faire du plaquage, mais on brûle pas des résineux dans une cheminée, on est d'accord. Ça se fait, mais oui, vaut mieux brûler du feuillu, oui. Ouais, le résineux, c'est pas bon du tout pour... Vous nous expliquez pourquoi il faut donc un service public forestier national. Vous dites aussi qu'il faudrait une éducation à l'environnement. Ça serait bien aussi dans l'éducation que on en parle dans les écoles. Pendant longtemps, le forestier pouvait accueillir les classes du village pour expliquer quel était son travail. Et aujourd'hui, dans un monde qui est majoritairement urbanisé, on pense qu'il y a un rôle aussi très important d'expliquer aux enfants ce qu'est la forêt, comment elle vit, comment elle réagit, quels sont ses habitants, voilà, toute cette interaction d'un monde qui est malgré tout très peu connu. Parce que bon, les gens vont en forêt, en Île-de-France, il y a beaucoup de gens qui vont en forêt, il y a des nombreux visiteurs par an, mais on sait par exemple que les gens en fait ne s'éloignent guère des routes. Donc la forêt par elle-même et l'essence même de la forêt est en fait peu connue. L'idée aussi, quand on parle de développement, je dirais de l'évolution, en tout cas d'expliquer aux enfants ce qu'est la forêt, c'est aussi justement commencer à s'intéresser à un milieu qui est malgré tout fragile et les amener peut-être à être plus tard plus respectueux de ces grands espaces environnementaux. On en revient un peu aux forêts par elles-mêmes. Le compactage des sols en forêt pourrait avoir, comme dans l'agriculture, des conséquences sur le régime des eaux, sur la fertilité, sur l'état sanitaire des forêts et sur la libération du CO2. Ce fameux compactage des sols en forêt, c'est quoi le compactage des sols en forêt ? C'est vrai qu'on est dans un monde quand même là où qui s'industrialise au niveau forestier. Et on a, c'est vrai, une course comme on a pu connaître une course au niveau agricole, avec un déploiement d'engins de plus en plus gros, de plus en plus lourds, et qui vont sur des sols, pour aller chercher du bois en forêt, qui vont sur des sols en général quand même relativement fragiles. Donc s'il fait sec, très sec, ou s'il gèle, l'impact est moins fort. Mais on a des zones, des longues périodes humides, où là, mais même simplement, même par temps sec d'ailleurs, avec le poids des engins, finalement ils tassent le sol. Et ce tassement est en fait irréversible, mais il faut, selon les sols, il falloir vraiment beaucoup de temps pour que les sols se remettent. Sur certains sols, c'est plus de 50 ans. On estime pour que les sols se remettent d'un compactage. Donc 50 ans, c'est très long, sachant que maintenant, aujourd'hui, dans les coupes traditionnelles, on passe tous les 7, 10, voire 15 ans. Ce qui fait que le sol qui aura été compacté n'aura pas eu le temps de se décompacter la prochaine fois qu'un autre tracteur viendra sur la coupe ou sur la parcelle boisée. Donc là, on pense qu'il y a vraiment une politique à mener. D'ailleurs, c'était le sens d'une des propositions que nous avions fait lors de la loi agricole et forestière de 2014. C'est qu'on arrive à réglementer de façon drastique le poids des engins en forêt. Oui, en plus qui frottent les arbres au passage et qui les abîment, qui créent des ornières. Donc voilà. Ces engins, quand ils arrivent dans la forêt, s'ils sont trop larges, ils esquintent les arbres. Ils n'ont aucun scrupule à faire du mal aux arbres. Malheureusement, oui. Après, c'est vrai que après, il y a quand même des entrepreneurs forestiers qui font du très bon travail. Si vous voulez, dans la logique qui est là une logique purement économique, où finalement des gens s'endettent pour acheter des engins pour pouvoir sortir du bois. Et c'est vrai que avec cet endettement, il faut qu'ils travaillent tous les jours. Et donc il y a une pression très forte mise vis-à-vis du forestier pour débarder malgré tout des bois pour qu'ils rentabilisent eux leurs machines. Or, là aussi, je fais le lien avec les questions de police. Le forestier, lui, a pouvoir de dire ou d'interdire un débardage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il se rend compte que la forêt va être détruite, c'est de son devoir d'arrêter la coupe, d'arrêter le tracteur et de lui intimer de sortir. Donc là, si on a ce rôle-là et si on continue à affirmer ce rôle-là, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui à l'ONF, on a du sens parce que là, on est sur un travail de protection. Si vous mettez des forestiers de plus en plus privés
et qui seront, eux, avec des objectifs de nombre d'arbres sortis bord de route pour les vendre le plus rapidement possible, la question de la préservation de la forêt ne se posera plus. Parce que l'intérêt et leurs objectifs guideront à ce que les bois sortent malgré tout, même s'il y a des ornières en forêt, etc., etc. Donc l'importance du service public forestier avec des personnels fonctionnaires garants d'une certaine indépendance est primordiale pour la préservation des forêts dans les années qui viennent. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, à travers ce contrat d'objectifs, cherche à faire sauter ce principal verrou. Et en ouvrant complètement à terme au privé, fait sauter en fait tout l'aspect protection des textes que l'État a lui-même voté, lui-même fait voter dans la loi pour protéger les forêts. On peut faire le lien avec la COP 21 qui s'est tenue l'automne dernier. On peut avoir toutes les paroles les plus vertueuses si derrière il n'y a pas les moyens pour assurer réellement et mettre en place réellement les textes qui sont votés. Finalement on se fait plaisir à un moment donné, mais concrètement les choses ne se font pas. Alors pour l'Union européenne, le régime forestier à la française est reconnu d'intérêt général. Dites-moi pourquoi Philippe Berger a eu un doublement des charges patronales acquittées pour les retraites des fonctionnaires qui était de 33% en 2016, qui est passé à 67% en 2011 par un jeu d'écriture, et que finalement, vous pouvez pas vous en sortir. C'est-à-dire, c'est plus possible de s'en sortir en payant des charges comme ça. En fait, l'État a demandé donc à ses offices, entre autres donc comme l'office qui emploie des personnels fonctionnaires, de contribuer au paiement de la pension des personnels fonctionnaires, ce qui autrefois était de la responsabilité complète de l'État. Et donc petit à petit, cette taxe a augmenté pour représenter aujourd'hui 105 millions d'euros sur un chiffre d'affaires aujourd'hui de l'ONF qui est de l'ordre de 800 millions d'euros. Donc on voit bien quand même que c'est une somme très importante, donc c'est 105 millions d'euros, que l'État finalement demande à l'ONF pour payer des retraites de fonctionnaires. Je remets ces 105 millions d'euros en perspective avec la subvention que donne l'État pour la gestion des forêts publiques qui est de 144 millions d'euros. Donc vraiment, on est là dans un jeu d'écriture où finalement l'État demande à l'ONF, participe à la gestion forestière en versant 144 millions, mais finalement on reprend de l'autre main 105 millions pour soi-disant en tout cas, pour je dirais la paye des retraites des fonctionnaires. Donc ce qui est assez logique en termes de coûts, mais par contre, est-il logique que ce soit l'établissement comme l'ONF, qui est déjà dans des difficultés, de payer en fait cette pension, ce casse-pension, cette caisse d'allocation spéciale, pour la retraite de fonctionnaires que l'État a embauché. Donc voilà, aujourd'hui on met en fait l'ONF avec un pistolet sur la tempe, et l'État lui demande malgré tout de payer, malgré les difficultés que peut avoir cet établissement. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est du campus de Velaines en Haye? Pouvez-vous nous dire où vous en êtes là-bas? Écoutez, là ça a été une surprise de l'année dernière, puisqu'au début septembre, le directeur des ressources humaines est venu sur le campus de l'ONF, donc qui est un site où se passe une grosse partie de la formation forestière de l'ONF, et donc a annoncé sa fermeture. Devant le tollé général, il y a eu un léger retour en arrière, et dans le contrat d'objectifs qui a été signé, il est précisé qu'un rapport évaluera la nécessité ou non de fermer ce centre de formation. Bon, bien entendu, il y a eu quelqu'un qui a été mandaté donc pour faire une expertise qui devait sortir fin mars. Cette expertise, on l'attend toujours. Par contre, on espère que quand elle sortira, il y ait des arguments chiffrés qui nous montrent réellement que l'Office a intérêt à déplacer son centre de formation, ce dont on doute très sérieusement. Et aujourd'hui, la direction, de toute façon, même sans avoir les résultats de ce rapport, continue dans l'optique de supprimer le centre et donc de déplacer les personnels sur d'autres sites, puisqu'ils sont en train de visiter des sites. Mais si vous voulez, pas au-delà de cette question même de centre de formation, qui est pour nous assez dramatique de voir des décisions
décision prise comme ça de façon aussi radicale. C'est la question qui se pose, c'est celle de la formation forestière à l'ONF. Nous, ce qu'on perçoit, en tout cas dans la décision de la direction générale, c'est de dire on a des enjeux finalement très importants où on aura besoin à terme d'avoir des gens extrêmement bien formés sur la gestion forestière. Donc avec un bagage de formation, avec une remise à niveau régulière. Et en fait, le message que nous envoie la direction, c'est malgré ces problèmes qui s'annoncent devant nous, on va essayer l'ignorance. Et donc quand on fait ce genre de choses, c'est en général assez catastrophique. Oui, on va essayer la bêtise, c'est-à-dire qu'on va diminuer la qualité de la formation forestière, alors qu'aujourd'hui les enjeux demanderaient à ce qu'il y ait une recherche, à ce qu'il y ait une formation forestière appuyée par des chercheurs, par des universités. Et là, l'ONF fait tout le contraire et supprime son centre de formation. Donc il est supprimé, on est en juin 2016, où il en est là. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher de nouveaux sites. Donc ils ont bien dans l'idée de supprimer et de fermer ce site. J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simples citoyens, citoyennes, pour nos arbres, pour nos forêts, pour nos enfants? Écoutez, nous, pour être très rapide, je pense qu'il y a sur notre site internet snupfen.org, donc et puis sur le site du collectif SOS Forêt, puisque le Snupfen est aussi à l'origine de la création d'un collectif avec de nombreuses associations pour justement commencer à s'interroger sur le devenir de nos forêts. Et aujourd'hui, de nombreux collectifs locaux sont en train de se monter. Pas plus tard que ce soir, il y aura une réunion qui va se mettre en place pour créer un collectif sur l'Île-de-France, par exemple. Donc voilà, très prochainement, on espère que les choses vont se mettre en œuvre et que les citoyens ne laissent pas, je dirais, une gestion forestière simplement en faisant confiance à ce qui se passe. Et donc nous, on invite les citoyens à se tourner vers les personnels de l'ONF parce que les personnels de l'ONF, eux, sont conscients de ce qui se passe et subissent en général des critiques de manière très négative parce qu'ils savent bien qu'eux, ils sont là pour mettre en place une politique imposée de plus haut. Moi, j'encourage l'ensemble des associations ou les gens qui s'intéressent à la forêt de prendre contact avec le forestier et de voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Alors comment on peut c'est sans doute comme ça qu'on arrivera à avancer le plus vite. Et comment on peut prendre contact avec son forestier dans n'importe quelle commune par exemple, nous sommes dans le Val d'Oise, comment on peut prendre contact avec notre forestier? En général, ils sont assez connus, où il y a des maisons forestières, mais simplement en allant sur l'ONF, enfin le site de l'ONF, ou alors en téléphonant dans des bureaux de l'ONF pour avoir le nom du forestier local. Et puis, si les personnes ne trouvent pas, se tourner vers notre organisation syndicale, vers le SNUPFEN. Et donc, là, on pourra aiguiller les gens. Le problème de la coupe, c'est plutôt sur les forêts qui appartiennent à l'État. Les forêts qui appartiennent aux mairies, elles sont un peu plus protégées. Écoutez, la pression est de partout. La pression est de partout. Donc, ça peut être en forêt domaniale comme en forêt communale. Le gros avantage, je dirais, pour les forêts communales, c'est que les décisions de coupe sont prises et validées par le conseil municipal. Donc si le conseil municipal estime que les choses vont trop vite ou trop fort, elle peut le faire valoir par une délibération du conseil municipal. Mais ça veut dire aussi que la commune, quand elle a un plan d'aménagement, doit être très attentive à la lecture de ce plan d'aménagement. Et une fois qu'il l'a approuvé, c'est assez logique qu'une fois que la commune a approuvé un plan, qu'elle le mette en œuvre. Donc c'est un moment très important de la vie forestière quand l'ONF vient présenter un aménagement pour les 20 années qui viennent. Et donc les citoyens sont au courant ou ça se passe sans qu'on nous demande notre avis? Écoutez, tout dépend là de la commune. Enfin, tous les ordres du jour d'un conseil municipal sont normalement affichés. Et donc, quand c'est à l'ordre du jour, n'importe quel citoyen peut s'inviter au conseil municipal et entendre ce qui se dit. Et puis, bien entendu, essayer de se renseigner sur la teneur du document. S'il y
y a des personnes qui nous écoutent qui ont des forêts privées, ça existe, hein, d'avoir des forêts privées, c'est-à-dire d'avoir hérité d'une forêt. Il doit y avoir quand même certaines personnes comme cela. Est-ce qu'elles sont tenues, elles aussi, est-ce qu'elles sont aussi impliquées dans tout ce que vous venez de dire? Bah écoutez, après, il y a une grosse variété en fait de propriétaires privés. Hein. Donc il y a plus de 3 500 000 propriétaires forestiers en France. Donc on a des propriétaires privés très importants avec des superficies très fortes. Et puis on a quand même malgré tout un grand nombre de propriétaires forestiers qui ont des petites surfaces. Aujourd'hui, il y a une obligation donc sur des plans simples de gestion, par exemple à partir de 25 hectares de forêt. Et donc voilà, ces propriétaires-là qui commencent à avoir plus de 25 hectares de forêt, en général commencent à s'intéresser à leur forêt. La plupart du temps, les gens sont propriétaires de forêt, mais ne connaissent même pas où se situe la parcelle dont ils ont hérité. Donc voilà, et c'est d'ailleurs un des aspects problématiques quant à la production de bois, puisque là aussi, c'est vrai qu'il y a des forêts qui ne sont pas gérées du tout. Ou alors qui sont coupées sans qu'on demande l'avis du propriétaire. Ça peut arriver aussi, oui. Il peut y avoir des erreurs de ce type-là, oui. On va parler d'erreurs. Donc pour ces forêts privées, enfin pour ceux qui ont des forêts qu'ils ont héritées, enfin qui n'en font pas un commerce, est-ce qu'il y a des taxes qui vont devenir de plus en plus chères? C'est-à-dire, est-ce que l'État les met en demeure d'entretenir ces forêts, de leur fournir du bois, ou est-ce que c'est pas encore dans les... Non, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas sur des très petits propriétaires forestiers, il n'y a pas de pression de ce type-là. Après, malgré tout, on peut encourager quand même les gens qui sont propriétaires forestiers de voir un petit peu ce qu'il y a sur leur forêt et peut-être de se renseigner et de voir ce qu'il y aurait à faire. Il y a peut-être absolument rien à faire. Hein. C'est pas une obligation non plus de faire quelque chose, mais c'est aussi s'intéresser à ce patrimoine-là. Il n'y a pas d'obligation. Et puis après, c'est vrai que demander l'avis d'un expert forestier ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont possibles. Après, c'est un choix vraiment individuel. Quand on regarde un planisphère et qu'on voit un peu l'Europe, c'est quand même très très vert. La France est quand même très très verte. On a des magnifiques forêts, faudrait quand même qu'elles perdurent. Donc ce réchauffement climatique, il est pas bon pour les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent plus respirer. J'avais entendu dire qu'ils montaient de plus en plus haut pour essayer de respirer, que les arbres devenaient de plus en plus hauts. Est-ce que c'est vrai? Souvent, si vous voulez, les arbres donc sont inféodés à certains sols. Prenez le chêne pédonculé par exemple, qui a besoin hydrique très fort. Si on est sur des sols qui ressuient très vite ou en tout cas ont moins d'eau, automatiquement le chêne pédonculé va souffrir. Il y a 70% des arbres aujourd'hui sur la planète qui sont stressés. Oui, il y a des stress hydriques. Vous prenez après des grandes sécheresses comme celle de 2003. Sur plusieurs années après, on a des arbres qui ont dépéri. C'était des conséquences de la sécheresse de 2003. Donc les arbres, bien sûr, souffrent par manque d'eau, bien souvent. Et là aussi, donc c'est comme ça qu'on voit des arbres en fait monter en altitude, comme on voit des espèces animales changer en fait leur espace géographique et se déplacent. Pour s'adapter. Donc avec des degrés d'échelle plus ou moins importantes. Mais oui, il y a un déplacement là qui s'opère aujourd'hui d'une manière continuelle et assez forte. Il faut surtout se rappeler que les arbres sont vivants. Je vous avais envoyé un document concernant le fait que la nuit, les arbres changent de posture et se mettent en position de sommeil. C'est ce qu'a mesuré une équipe de scientifiques d'Autriche, de Finlande et de Hongrie. Les arbres donc se rétrécissent la nuit pour pouvoir dormir. J'ai trouvé ça pourrait être sympathique de terminer l'émission là-dessus, de se rappeler que les arbres sont vivants. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que les nuits, les arbres se mettent en position de sommeil? En tant que forestier, moi je suis persuadé, bien sûr, les arbres c'est déjà des êtres vivants. Oui. En tant que forestier, je pense qu'ils sont aussi, alors c'est peut-être grandiloquent, mais d'une âme, c'est-à-dire que oui, quand on est au milieu de la forêt, moi j'invite les gens à toucher les arbres et puis à leur parler, et on voit très bien qu'il y a du répondant, et que les arbres, oui, sont aussi des êtres sensibles. Et donc, très certainement, le soir, ils doivent s'endormir comme beaucoup d'entre nous. On rappelle que les arbres étaient peut-être là avant nous et que comme ils étaient fixés sur Terre, ils ont créé plus ou moins l'humain pour pouvoir se déplacer. Ce serait bien que l'humain ne les coupe pas tous. Je rappelle que vous faites partie de la SNUPFEN, SNUPFEN,
SFEN, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel. Vous vous appelez Philippe Berger. Vous avez donné une autre association aussi dont j'ai oublié le nom. Le collectif SOS Forêt. Donc on tape collectif SOS Forêt. Voilà. Est-ce que vous pensez quand même qu'on va être assez fort pour pouvoir préserver ces arbres et laisser à notre terre est-ce que vous pensez qu'on sera assez fort par rapport à toute cette industrialisation et toute cette finance qui utilise la forêt que d'une manière financière? La forêt est un des milieux qui parle à beaucoup de monde. Voilà, on est on a toujours été rattaché à une forêt, enfin on a toujours ces paysages et moi j'ai confiance à ça et où les citoyens ne laisseront pas faire n'importe quoi. Et quand je vois les réactions de certaines associations locales justement pour la défense ou la protection des forêts, je pense que oui, la forêt va souffrir dans les années qui viennent si les gouvernements ne changent pas très vite de cap. Mais sur le long terme, je suis persuadé que oui, on arrivera à protéger nos forêts. Oui, surtout que l'arbre, il peut pas se défendre. Hein. Donc c'est à nous de les défendre au même titre que les animaux, au même titre que l'agriculture, au même titre que la terre. Tout ça, c'est une histoire d'amour. Je vous remercie beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer cette émission? Non, je